Cinéma. Écran de l'infini sur lequel se projettent les rêves et les cauchemars. Leur mission, vous faire découvrir des films oubliés, vous faire poser le pied sur des genres plus ou moins inconnus, et au mépris de votre santé mentale, vous faire avancer vers des contrées nanardesques. Le seul hic, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Voici leur émission. Lâchez ça, les mains en l'air! Bonjour, ce serait pour une arrestation, s'il vous plaît. Veuillez poser vos mains sur la table. Penche-toi, bordel! Voilà. Très bien. Maintenant, si vous voulez bien, vous allez nous passer vos petites mains. Putain, Mathieu, tu fais quoi là? Je fais notre boulot. On procède à l'arrestation de ce monsieur. Ce monsieur? Tu trouves ça pro de dire qu'on en arrête ce monsieur avec des si tu le veux bien et des s'il te plaît? Je voudrais remarquer qu'à l'académie de police, c'est comme ça qu'on nous a appris, avec un bon flic, un mauvais flic, et comme ça, on a une technique imparable. Mais oui, pour un interrogatoire, oui, mais pas pour une altercation ni une arrestation. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi quoi? Les menottes. Oui, c'est vrai. Et voilà. Alors, il va nous passer les mains dans le dos, s'il vous plaît. Je veux dire... Tout enfoiré, tu mets les mains dans le dos tout de suite, plus que ça. Ben voilà, quand tu vois. Et manie-toi, petite frappe. Tu entends ce que je te dis? C'est bon, je crois qu'il a compris, Mathieu, là. C'est mal ce que tu fais, c'est mal, t'entends? Et bienvenue à tous dans cette 11e émission de VHS. Bonsoir à tous. Et oui, 11e émission. Et on va parler, vous avez compris, de thriller, je sais jamais comment on dit thriller en fait. Alors, on dit bien thriller, puisque c'est comme ça que disent les Américains, mais nous on dit thriller, parce que nous sommes des petits franchouses. Voilà, donc c'est un genre qui s'apparente beaucoup aussi aux policiers, n'est-ce pas, à Mathieu? l'horreur aussi, parce que l'idée thriller, ça veut dire le fait de frissonner, c'est ce qui donne le frisson. Et justement, qu'est-ce qui parcourt mieux l'échine que le policier, le suspense, ou l'horreur, justement, l'attente aussi. Tout réside dans ce suspense insoutenable jusqu'au climax de fin. Et on a choisi du coup deux films pour vous, comme d'habitude, dans l'ambiance du thriller, du policier et du insoutenable. Voilà, tout simplement. Et bien on commence avec mon film alors, Mathieu. Ah ben tout à fait, allons-y. C'est parti. La sélection de Fabien. Alors Fabien, ton film, qu'est-ce que c'est? Et bien ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler de Nightcall, ou Nightcrawler en version originale, un film qui est sorti en 2014, qui n'est pas vieux du tout non plus, encore une fois, et qui est passé totalement inaperçu le jour de sa sortie, parce que même moi, je l'ai vu que directement en Blu-ray après. Alors moi j'avoue, j'avais vu qu'il passait au cinéma, mais je l'ai raté. J'avais commencé à le voir dans un trajet en avion, mais là aussi le sommeil m'a gagné, si bien que je n'avais pas vu la fin. Et là, grâce à toi, j'ai pu voir le film en entier. Nightcall, donc qui est sorti en 2014 comme je l'ai dit, ça a été réalisé par Dan Gilroy, qui est du coup son premier film. Je sais qu'il en bosse sur un prochain, mais en tout cas c'est son premier film. Et en plus au casting, je ne comprends pas pourquoi il est passé à côté de tout le monde, parce qu'il y a quand même Jake Gyllenhaal aussi, et puis il y a d'autres acteurs, on en parlera un peu plus tard. Il y a aussi Bill Paxton, il y a Ren Russo aussi qui est un petit peu connu dans la série américaine. Voilà, donc il est passé inaperçu et je trouvais ça bien de revenir sur ce film parce que je l'apprécie plutôt bien.
Donc Nightcall, ça parle quoi? Eh bien on suit Lou qui est un peu une petite frappe qui vit à Los Angeles et qui du coup vit de certains petits deals. Donc il revend du métaux, il revend des trucs qu'il a volés. Voilà, tout C'est un simplement. minable au départ. Et un jour, il tombe sur un accident de voiture et il découvre ce qu'est le travail des Nightcrawlers. Alors les Nightcrawlers, est-ce que tu sais Mathieu ce que c'est maintenant? Oui. Bah, maintenant, oui. Au départ, moi, je ne connaissais que comme surnom de tueur en série. Donc, Oui, donc il y a un lien. je du coup. pense. Donc là, c'est pas des tueurs en série, mais c'est des tueurs d'images dans le sens où ce sont des journalistes spécialisés qui vont du coup filmer les accidents graves, les meurtres qui peuvent se passer aussi en direct. En gros, c'est les pigistes de la télé. Exactement. Et donc forcément, comme ils ont besoin de vendre, ils vont au plus crade, au plus obscène. Donc voilà, donc ils tombent dans ce gouffre infernal parce que faut pas oublier que ce personnage principal est un peu un sociopathe, un psychopathe et surtout un pervers narcissique. Totalement. Et du coup va vendre à prix d'or à des chaînes télé, va négocier tout ça et il va tomber dans une chaîne, parce qu'il a trouvé une chaîne télé. Ouais. la Et il va tomber dans une productrice spirale totalement démente et jusqu'à dépasser toutes les limites possibles et Mais imaginables. est-ce qu'il tombe ou est-ce qu'au contraire, il entraîne lui-même sa chute et il s'y complaît? Bien vu, je pense que les deux. Il commence à tomber, mais il se relève et va jusqu'au bout et creuse encore plus loin. Peut-être même. Donc voilà, donc Nightcall que j'ai beaucoup apprécié. Avant de donner mon avis, Mathieu, plus précisément, qu'en as-tu pensé? Eh bien, je pense que je vais penser à la même chose que toi, à savoir que c'est un très bon film. Franchement, un coup de maître pour un premier film en débutant, plus. voilà. Ouais. Donc c'est un film. Moi, quand j'ai vu que c'était Nightcrawler, le titre original, qui a été donc le surnom d'un tueur en série particulièrement dégueulasse de Los Angeles. De Los Angeles aussi? Oui. Ah ouais, ça vient peut-être de là. Et carrément, du coup. en même temps, le film avait utilisé une technique, puisque donc on est caméra au point en suivant le personnage de Lou Bloom. La plupart du temps, ouais. Et justement, il a une manière complaisante de filmer de manière quasiment à vouloir s'approprier les horreurs qu'il voit. Il y a des meurtres, il y a du sang, etc. Et justement, c'est très proche de ce qu'on peut comprendre de la psychologie des tueurs en série. Donc là-dessus, en même temps, c'était très proche d'un autre problème, disons, pas du cinéma, mais des informations en général, à savoir le reportage Gonzo, qui est devenu ensuite la pornographie Gonzo, parce que c'est vraiment très obscène ce qui est utilisé, tout en ayant une caméra quand même qui est intelligemment placée pour que nous, spectateurs, ne soyons pas confrontés forcément à l'horreur, mais que nous comprenions qu'il y ait de l'horreur. Donc ça, c'était vraiment très bon, très bon travail. J'appuie ça tout à fait, je suis entièrement d'accord. Moi, forcément, tu le sais, j'ai apprécié le film parce que je te l'ai proposé. Et moi, ce qui m'a bluffé, alors déjà, au-delà de ça, pour moi, c'est un des meilleurs rôles, sincèrement, de Jake Gyllenhaal. Il a fait plein de films, il a fait de très bons films. Mais pour moi, celui-là, je le trouve vraiment assez puissant parce qu'il sort un petit peu des gonds de ce qu'il a fait. Il a même maigri pour le film. Il y a beaucoup d'acteurs qui font ça, mais lui, il a même maigri aussi pour ce film-là. Et ça lui rend un côté très squelettique, hyper malsain. Et justement, le mélange entre du coup cette caméra au point, qui n'est pas non plus dans le fun footage, tu vois, c'est un petit peu, des fois c'est un peu lourd. Ici, ça passe vraiment bien parce que la mise en scène classique, en dehors de ce qu'il filme, et ce fun footage se mélangent et se complètent vraiment bien. Oui. Et c'est vraiment cool et c'est pour ça que je l'apprécie d'autant plus. Au-delà de ça, et ben oui, ce pervers narcissique, cette personne-là, devient complètement taré quand il comprend le métier et même, je pense, lui va créer une nouvelle phase de ce métier en fait dans le film et c'est ce qu'on peut voir encore aujourd'hui et je pense que malheureusement en France aujourd'hui sans citer de télé ou de chaîne de télé, je pense que vous pouvez le comprendre, BFM peut-être fait aussi ce genre de choses aujourd'hui, filmer pour choquer, filmer pour faire vendre, filmer pour faire de l'audience et moi quand ça m'avait choqué de voir certaines choses, là on n'en est pas loin, c'était il y a quelques jours maintenant quand la tuerie du Bataclan avait été faite, on avait vu des tas d'images où tous ces attentats qu'on a pu vivre il y a 2 ans. Il y a 2 ans, non mais je parlais du commémorage, c'était au mois de mi-novembre maintenant. Et du coup, voilà, on peut voir d'où vient cette façon de faire. Et en France, je trouve qu'on se calque un peu trop maintenant sur ce modèle-là parce que franchement, ce qu'on voit dans le film, c'est vraiment réel parce que ça se passe vraiment comme ça aux États-Unis. Donc il n'y a pas de fantasme à ce niveau-là. Et d'autant plus être un malaise, un fou, comme tu le disais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que dans ce personnage-là, il va finir par mettre en scène de façon subjective la façon dont il découvre ses meurtres, dont il va filmer l'horreur, tout simplement. Et il y a ça, mais aussi c'est suggéré dans le film qu'il élimine la concurrence justement en créant des accidents. Exactement. Donc c'est vraiment très intéressant de voir un personnage comme ça. Jake Gyllenhaal qui avait commencé sa carrière avec le premier rôle dans Donnie Darko de Richard Kelly, qui était aussi un rôle très sombre, mais
extraordinaire. Je pense qu'après après le mauvais film que Prince of Persia qui était sorti, il a remonté largement la pente avec tous les bons films qu'il a fait. Il est très bon aussi dans Prisoners, dans Enemy, dans tous les films qu'on a pu voir de lui dernièrement. Allez, avant de finir, on peut faire un petit point aussi juste sur la mise en scène. La mise en scène que j'ai bien aimé, c'est comment il a filmé Los Angeles, le réalisateur. Il y a vraiment un côté très... il y a un côté poisseux. Il y a un côté poisseux, il y a un côté assez glauque et la ville est montrée un petit peu comme une sphère de monstres et de mal-être en fait total, tout le long. Là-dessus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut le rattacher à un autre thriller beaucoup plus connu, à savoir Seven. Oui, mais là où Seven est au contraire plus vieux et empreint de film noir, là on sent l'impact de la caméra numérique et le côté chaud évidemment de Los Angeles, tout à fait. puisque c'est ça ce qui est utilisé. Il y a un grain qui a été choisi dans la réalisation qui fait que justement c'est très dérangeant parce que ça donne un côté lisse à beaucoup de choses, là où justement Seven était granuleux. Donc c'est une nouvelle école de thriller c'est un film très récent, donc forcément. Et le casting au-delà de Jake Gyllenhaal qui est magistral, tout le reste du casting est bien placé vraiment. Même celui qui joue Rick, qui joue son collègue, est très bien aussi, très juste. Bill Paxton qui a un petit rôle mais qui est plutôt cool aussi. Tous les seconds rôles sont vraiment bien et notamment la directrice de la chaîne de télé, Ren Russo, est vraiment cool aussi. Donc franchement, ne passez pas à côté si vous l'avez loupé, c'est vraiment une petite perle ce film et c'est un très très bon thriller et il y a vraiment un suspense haletant jusqu'au bout. Voilà. Et écoute, on va passer à ton film Mathieu maintenant. Merci beaucoup. La sélection de Mathieu. Et voilà Mathieu, on va parler maintenant de ta sélection de ce mois-ci. Tout à fait. Et j'ai hâte qu'on en parle. Oui, parce que ce coup-ci, je me suis dit, allez, j'ai fait souffrir ce pauvre Fabien, bon, je vais lui donner un bon film, à savoir un film que j'ai vu quand j'étais déjà assez jeune, puisqu'il est sorti quand j'avais 13 ans, il est sorti en 98. Il s'agit de L'Enjeu de Barbet Schroeder, et je m'étais pris une petite claque quand il est passé sur Canal+, donc en 99, un truc comme ça. Et c'est un film dans lequel vous allez retrouver Andy Garcia dans le rôle principal, que vous connaissez parce qu'il a joué par exemple dans Ocean's 11 ou dans Titanic, mais surtout vous allez reconnaître Michael Keaton, qui le grand Michael Keaton était dans le début de sa phase de sa traversée du désert, qu'il a quitté avec Birdman, mais donc il était déjà loin de ses belles performances, on va dire. De Batman qui lui avait vraiment collé à la peau. Donc l'histoire, c'est celle d'un officier de police dont le fils est atteint de leucémie. Et malheureusement, il n'y a pas de donneur alors que le pauvre gamin commence à s'enfoncer un petit peu plus dans la maladie. Jusqu'à ce que justement l'officier de police en question, joué par Andy Garcia, pénètre par effraction dans les fichiers de l'hôpital pour trouver un donneur compatible et en trouve un en la personne donc d'un tueur en série, joué par Michael Keaton. Et donc Michael Keaton, enfin ce personnage, accepte de donner sa moelle épinière, mais il profite de l'opération pour se faire la belle, et donc c'est un huis clos dans l'hôpital. Et j'adore les huis clos, mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Et du coup, je ne connaissais pas du tout ce film de la filmo de Keaton, parce que c'est clairement le personnage principal du film avec Garcia. Oui. Écoute, ça typiquement, le bon goût qu'avaient les thrillers des années 90. Oui. Nightcall est vraiment un suspense haletant, mais l'enjeu a vraiment cette trame que les scénarios de l'époque et les scénaristes de l'époque avaient, c'est que j'ai lancé le film, pour te dire, j'étais un peu en speed parce que j'ai dû le regarder un peu au dernier moment, mais c'est pas grave. Mais une fois que j'ai lancé le film, je me suis vraiment pris dedans, ça marche très bien, notamment peut-être parce que j'adore Keaton et que là il m'a vraiment, même s'il joue vraiment un bad guy, ce qui manque un peu du coup c'est le background, c'est un peu le point négatif du film, c'est qu'il n'a pas vraiment de background le personnage. À part la relation qu'il a pu avoir avec son père, ce qui est un petit peu traité. Mais tout là, il vole vraiment la caméra, il vole vraiment le cadre dès qu'il est là. Et il tient vraiment très bien le film. Garcia aussi est plutôt bon, mais un peu en retrait par rapport à lui, je trouve quand même en termes de prestations. Et pourtant. Mais le film, voilà, je l'ai plutôt bien apprécié parce qu'il a vraiment ce bon goût qu'avaient les films des années 90 et notamment ce genre de thriller. Donc j'ai vraiment plutôt apprécié, vraiment. C'est effectivement dans la lignée de Piège de cristal par exemple, exactement. de McTiernan, c'est-à-dire un film d'action mais à échelle humaine et aussi et surtout le fait. Alors c'est pour ça que moi j'étais un petit peu embêté avec le thriller que tu as pris, savoir Nightcrawler, parce que justement, même si c'est un suspense, c'est plusieurs segments qui se suivent et chacun en fait pourrait quasiment être un court-métrage à lui-même. Exactement. Mais tout se tient bien. C'est là qu'on voit que l'évolution et la façon d'écrire les scénarios ont évolué et que là revoir ça, c'est un fil tendu. C'est un fil tendu de bout en bout et justement on ne peut pas décrocher sans perdre justement
cette tension. Qu'il y a. Au-delà de ça, il a du coup aussi les défauts qu'avaient les films à l'époque. Bien entendu. Donc là, je vous donne un tout petit peu moins de background pour le méchant qui est un petit peu trop méchant pour être méchant par moment. Mais et ce qui manque un petit peu, c'est qu'il y a certains rôles, notamment moi, ce qui m'a gêné un petit peu, c'est l'enfant qui se comporte plus en adulte en fait et a des discussions plus d'adultes. Mais ça, c'était le problème déjà à l'époque et c'est même encore un peu le problème aujourd'hui. C'est que j'y crois moins. Tu vois, l'enfant, il est 10 fois plus optimiste que son père. Il dit que tout va bien aller, mais limite l'inverse. Les deux caractères se seraient limite échangés. Là-dessus, moi, ça passait pour une raison bien simple, c'est la leucémie. Alors, c'est le truc de base, c'est que quand tu as un enfant malade, forcément, ça fait tirer des larmes. C'est comme les vieux qui meurent dans Amour de Michael Haneke. Mais je pleure quand je vois Haneke, je pleure moi déjà. Moi aussi, mais là, il se trouve que. Mais pas pour la même raison. Mais enfin, bref, là, pour moi, cet enfant-là jouait bien et avait un bon personnage parce que, entre guillemets, ça fait des années qu'il se traîne sa maladie, donc il est conscient qu'il va mourir. Et donc, forcément, ça l'oblige à mourir très vite, trop vite. Donc, est-ce que son personnage est un peu trop cliché dans le sens il n'est pas cliché, c'est juste qu'il ressemble pas, il n'a pas un comportement d'enfant en fait. Parce qu'aucun enfant ne devrait être au point de la mort. Je suis d'accord, Et dernière chose qui m'a un petit peu, ça c'est normal, c'est un peu le gros du film, c'est qu'il y a qu'une personne dans toute la ville où ils sont, je sais même plus où ça se passe d'ailleurs. C'est à Chicago. C'est à Chicago, ouais. Et une seule personne, forcément, il faut que ça tombe sur le plus méchant des bandits qui a été arrêté. C'est drôle, mais ça passe parce que c'est ce genre de film et on comprend très bien pourquoi. Puis, bon, en fait, il pourrait y avoir d'autres donneurs, mais simplement ils vont être trop loin, tandis que là, ils ont besoin en 2 jours de faire la greffe. Et moi, un autre truc qui m'avait bien plu aussi là-dessus, c'est le fait que les personnages, on peut sentir leurs interactions et chaque interaction donne du cachet. Par exemple, la première scène, lorsque l'officier joué par Andy Garcia et avec un acolyte sont en train de fouiller dans les archives numériques de l'hôpital, on sent que justement ces deux personnages-là ont une certaine connexion, une amitié, parce que simplement par le jeu de regard, par le jeu d'acteur et par les répliques qui sont des répliques que se diraient certains amis. Il y a une bonne compréhension tout le long, même donc du coup, Garcia joue un policier, je ne sais pas si tu l'avais précisé. Oui. Du coup, il y a vraiment tout ce côté avec ses collègues qui est vraiment quand même mis en avant et c'est pas juste des flics derrière qui vont tirer pour juste des flics qui derrière qui vont tirer. Il y a vraiment les personnages secondaires sont plutôt bien reliés au personnage central, le flic, leur ami. Il y a un esprit de corps. Il y a un esprit de cohésion, tout à fait. Oui. Et du coup, au casting, on retrouve aussi des têtes connues américaines. Il y a Marcia Gay Harden qu'on voit souvent dans des rôles d'hôpitaux ou d'infirmières. C'est marrant de l'avoir toujours C'est marrant de l'avoir toujours dans ce genre de rôle. Il y a Brian Cox aussi, qui fait une petite réalisation, et puis après, c'est des moins connus. King, mais oui, évidemment. Ça fait quand même des bons acteurs. Par contre, je me souviens plus ici qui jouait l'enfant. Non, il n'est pas signalé, donc peut-être qu'il a disparu, je ne sais pas. Il est peut-être mort vraiment d'une leucémie. Espérons que non, parce que franchement, il jouait bien ce gamin. Il joue bien, mais il jouait pas un rôle d'enfant. C'est le seul truc que je regrette dans le film. Mais bon, Keaton balaye tout, donc si vous aimez Keaton, c'était. L'histoire aussi. L'histoire aussi, tout à fait. Et prenante. Et prenante, entièrement. Donc du coup, voilà. Pour ceux qui aiment Keaton, n'hésitez pas à le regarder, pour le voir en tout cas. Et c'est un film de Barbet Schroeder. Je ne sais pas si elle a fait d'autres choses avant. Alors, si, justement, il avait déjà fait pas mal de trucs, quelques documentaires, quelques longs métrages. Récemment, juste après l'enjeu, il a fait La Vierge des tueurs. D'accord. Et récemment, il a fait. Tu l'as mangé. Oui. C'est pas grave. Bon, regardez sa filmographie sur Wikipédia. Il y a à boire et à manger, mais pourtant, en tout cas, avec l'enjeu, il a prouvé que c'était un très bon metteur en scène. Donc. Et on ne peut pas lui retirer ça. Et du coup, on vous conseille, comme toujours, ces 2 films, donc Nicole et l'enjeu. Maintenant, on va accueillir un invité qui est un peu notre bad guys, guys de Nantes, n'est-ce pas? C'est notre Michael Keaton, voire peut-être notre Robert De Niro. Notre Robert De Niro, peut-être. Et écoute, ça va être le moment de l'invité. L'invité du jour. Et nous voici avec notre invité du mois, qui n'est d'autre que... Grégor le simple. Donc Grégor, tu es comédien nantais. Tu nous viens du monde du théâtre où tu as un temps foulé les planches mélangeant reprise, création, tremplin d'humoriste et en 2014 tu décroches le rôle titre de la web série nantaise
Dr. Joy. Alors si vous ne l'avez pas vu, moi je vous conseille d'aller lui jeter un coup d'œil. Et tu enchaînes depuis les premiers rôles dans des courts-métrages, des apparitions dans des longs-métrages, des téléfilms et même du clip si je ne me trompe pas. Exactement. Donc eh ben, écoute, on est très content de t'accueillir. Merci d'être là en tout cas. Vous. Et ben Mathieu, tu vas commencer avec la première question. C'est moi qui ai l'honneur de la première question. Eh bien, merci beaucoup Fabien et merci à toi Grégor de ta présence. Donc, as-tu toujours voulu être acteur et quelle formation as-tu suivi? Alors, j'ai toujours voulu être acteur, oui, mais il se trouve que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et il paraît qu'acteur, c'est pas un métier rassurant, c'est pas un vrai métier, il paraît. Il paraît. Il paraît, je ne sais pas, je vais poser la question. On m'a dit ça, donc c'est bien pour ça que j'ai commencé une formation initiale en psychologie. Et quand j'étais en psycho, sur le DUG et la licence, j'avais des modules de théâtre qui m'a permis justement au moins de pratiquer un petit peu. Et c'est après resté quelque chose qui est resté dans un coin de ma tête pendant pas mal de temps, puisque après la licence, j'ai fait la maîtrise. Après ma maîtrise, j'ai fait un 3e cycle en infocom, ce qui n'a aucun rapport. Mais mine de rien, c'est quelque chose qui trotte toujours un petit peu dans la tête. Et ben un jour, on se dit, bon, bah, faut y aller. Hein, t'as voulu te lancer, quoi. Bah, c'est ça. Si quelque chose te tient à cœur, si tu as envie de le faire, ben, il faut le faire tout simplement. Donc j'ai commencé par des cours à la compagnie du Café de Théâtre en 2012, durant 2 saisons, qui a au moins le mérite au moins d'enlever les grosses masses, tu vois, parce que quand tu arrives, tu sais rien faire, ben, c'est sûr que quand tu pars de zéro, tu es sûr d'apprendre quelque chose. C'est l'avantage. Exactement. Et je suis tombé sur des profs qui aussi m'ont donné un grand coup de pied au cul afin de me produire sur scène. Donc, comme tu le disais, ça m'a permis d'écrire et d'affronter le public. Et parallèlement à ça, j'avais déjà commencé des petites figures dans un court-métrage qui était produit par Joli Môme en 2013. Et en 2014, j'avais un petit rôle, non, j'avais le second rôle d'un pastiche de James Bond, A Spy to Kill. Ok. Où je cours et à la fin, je meurs. Parce que je suis le méchant. Ok, très bien. Et en fait, pour moi, donc on t'a invité dans cette émission spéciale thriller, en fait, on a parlé de thriller tout à l'heure. Et pour moi, t'as un peu une gueule du cinéma nantais. Alors, je sais pas si c'est positif pour toi, mais on te voit souvent dans le même type de rôle. Après, c'est comme ça, c'est le jeu, hein, parce que quand on est acteur, on a une tête, et la tête correspond des fois à des rôles. Parce que tu joues souvent des bad guys, en fait. Et tu parlais de méchants à l'instant. Pas que des méchants non plus, mais c'est vrai que le policier et thriller, est-ce que déjà tu t'y sens bien dans ce genre de rôle? Et si non, est-ce que tu vois d'autres horizons arriver? Est-ce que tu as envie de tenter d'autres types de rôles? Mais en fait, ouais, c'est marrant. C'est vrai que donc le premier rôle que j'ai eu, c'était donc un méchant espion dans A Spy to Kill, et j'ai enchaîné sur ce tournage-là, j'ai croisé Christelle Jeanne qui m'a dit, bah tiens, il y a des jeunes réalisateurs nantais qui vont faire une web-série qui s'appelle Dr. Joy, donc j'ai eu le rôle titre. Et c'est encore, même s'il est propre sur lui, ce garçon, Dr. Joy, c'est quand même un beau pourri. Voilà, il y a un background de psychopathe derrière quand même un peu. Mais c'est rigolo parce que c'est pas quelque chose, en fait, je me suis pas dit, bon bah tiens, j'ai une tête de bad boy, je vais faire des bad boys, on va me choisir exclusivement. Non, oui, c'est pas ce que je disais, c'est juste qu'on est contraint des fois. Je sais pas pourquoi. En soi, ça me dérange pas, puisque de toute façon, quand tu es comédien, on te donne un rôle, tu joues le rôle, bref. Mais comme on m'a souvent fait la réflexion, et je pense que, on me l'a déjà refait cette réflexion, que j'avais les faux airs de Robert De Niro. Donc tu vois, qui dit Robert De Niro, dit forcément les incointances mafieuses, enfin en tout cas tout le cycle de Scorsese où il est, où il est un méchant, etc. Et comme pour moi c'est aussi une référence du cinéma, bon, l'un dans l'autre, je suis pas mécontent. Ah non, mais il y a pire, j'imagine, il y a pire. Mais ceci étant, c'est très très bloquant, et on me fait souvent la réflexion. J'étais au festival Premier Plan à Angers, avec un directeur de casting, David Bertrand, qui avait fait le casting sur Chocolat, et donc on fait des trucs, des exercices, machin chouette. Et le premier truc qu'il me dit, c'est mais tu as la même intensité de regard, tu sais, comme ces acteurs, comme De Niro, non, mais ça colle à la peau, hein. C'est dingue. En soi, mais il y a vraiment pas de souci. Enfin, tu vois, quitte à être comparé, alors je sais pas, par contre, c'est peut-être pas flatteur pour De Niro, pour moi ça l'est beaucoup. Si j'arrive si ça va, ça rajeunit son image du coup comme ça. Ouais, si j'arrive à la moitié de son talent, ça sera déjà pas mal. Mais ça devient chiant en fait. Enfin, pas chiant, parce que pour moi c'est un personnage refuge. Répétitif quoi. Voilà. Ouais, c'est pour ça que ça va te pousser à vouloir faire autre chose au final. Comme Richard Samel qui fait que des rôles de nazi, d'ailleurs que je l'apprécie beaucoup. Oui, voilà, tu vois, ça n'empêche pas. Mais voilà, mais à un moment donné,
je voudrais bien justement faire plus de comédie, des personnages plus légers ou qui soient plus dans le rythme, dans autre chose. Plus dans le burlesque, le loufoque peut-être. Ouais. Ça me plairait et ça permettrait aussi de... Bon ben voilà, ça y est, Voilà. c'est lancé. Mesdames Les réalisateurs et nantais messieurs, et de la région, n'hésitez c'est ça. pas à contacter Parce que j'en ai marre. Grégoire pour faire des trucs rigolos un petit peu. J'en ai marre. Ah, faut rire aussi. Je suis au bout du rouleau. Aidez-moi, nous avons S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons une formidable transition, parce que justement, là, on va parler de la manière dont tu es sollicité par les réalisateurs nantais, puisque bon, Nantes, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même un petit milieu pour ce qui est de la scène artistique, en particulier audiovisuelle. Donc, est-ce que toi, tu es beaucoup sollicité? Est-ce que tu deviens une figure vraiment récurrente du cinéma nantais, ou est-ce que justement tu as besoin un peu de t'exporter pour trouver des rôles qui te donnent envie? Ouais. Ce qui est bien à Nantes, c'est que certes c'est petit, mais c'est un laboratoire. C'est un laboratoire où justement on rencontre toujours des vidéastes, des cinéastes, des gens passionnés, limite exaltés, mais ça c'est notre problème. On a tous nos personnalités. Mais c'est très agréable justement de pouvoir rencontrer autant de gens différents, mais qui pour le coup, comme ils ont dû me voir une fois ou deux dans un emploi type, eux aussi, ils ont peut-être pas envie de prendre de risques davantage et se dire bon il est bien comme il est. Ouais, c'est un confort aussi. Voilà. Mais non, mais voilà, mais il faut pas se leurrer. Hein. Il y a beaucoup de comédiens aussi qui aiment pantoufler, enfin pour eux-mêmes déjà, parce qu'ils se disent bon ça je sais le faire. Je mets les charentaises, j'y vais tranquille. Ouais. Et les réalisateurs qui se disent bon lui, on sait qu'on va le prendre pour ça et il le fait très bien. On n'aura pas de soucis. Pour moi, c'est. C'est une émission thriller, on a dit Grégoire. Ouais, c'est ça. Déjà, nous, on est dans le piège. Voilà. Ouais. Non, mais oui. C'est ça qui nous donne des frissons. Et voilà. Mais du coup, voilà, il faut. Nantes, je pense que. Enfin, personnellement, hein, ce n'est que mon opinion. C'est bien pour s'aguerrir, en fait, pour apprendre plein de choses, rencontrer des gens, des manières de travailler, des personnalités, des projets. Mais à un moment donné. Moi, je sais que personnellement, je ne vais pas avoir le choix et je vais être obligé de m'exporter à la capitale. C'est con à dire, hein, non, mais tout est centralisé. C'est la logique, malheureusement. Voilà. Aujourd'hui, on sait très bien que tout se passe à Paris. Hein. République jacobine. Ouais, non, mais ça va être ça l'année prochaine. Et pour en revenir à comment que je fais pour chercher et où trouver des rôles, c'est vrai que j'ai de la chance maintenant d'être, comme vous le disiez, un peu connu. Donc, on fait appel à moi pour certains petits projets. Ouais. Et pour le reste, c'est les fourches codines du casting. Les contacts, avant le casting, c'est déjà la candidature. C'est ça. Est-ce qu'ils l'ont lu? Ah, ils me répondent. Est-ce qu'ils veulent me voir? C'est déjà bien d'avoir répondu. Ça, on est d'accord. Moi, ça fait courtoisie. Mieux vaut les fourches codines que les fourches patibulaires. Hein. Ouais. Donc très bien. Donc tes projets, c'est de partir peut-être sur Paris du coup ça va être ça l'année prochaine. Au moins, dans un premier temps, faire des sauts de puce d'une manière régulière pour rencontrer des réalisateurs, des directeurs de casting, trouver un agent, enfin, tu vois, passer sur autre chose, quoi. Et du coup, tu avais déjà été à Paris, alors on fait une petite parenthèse, mais sur un téléfilm où tu avais croisé du coup Michael Youn et Olivier Marchal. Oui. C'était sur Paris le tournage? Bien, pas du tout. Bien. J'aurais dû regarder le tournage de ce téléfilm qui s'appelait Mon frère bien-aimé. Voilà. Qui a été tourné en 2016 et c'est Stéphane Chemin qui était directeur de casting, enfin au moins pour la figure silhouette petit rôle, qui a fait appel à moi. Donc on s'était vu dans un premier temps et j'avais passé le casting en présence du réalisateur Denis Maléval. Et donc voilà quoi. Non mais c'est cool. Ouais, c'est vraiment. Et du coup, ça s'était tourné où? Ça s'était tourné à Nantes. Alors ce qui me concerne, c'était à la Chambre de commerce et d'industrie. D'accord. Et la scène derrière, ils avaient mis un beau fond vert pour faire croire qu'il y avait c'était un chantier naval. C'était bien fait alors. Carrément. Parce que j'ai vu l'extrait, oui, effectivement. Ouais. Très bien, et la question suivante, c'est, du coup on vient, peut-être, qui sont tes inspirations et tes modèles d'acteurs? Donc tu nous as parlé de De Niro, mais peut-être parce qu'inconsciemment physiquement, mais... Surtout parce qu'on te l'a collé. Qui c'est qui t'a donné envie de peut-être tenter l'expérience du cinéma? Qui sont tes modèles à toi? Alors, je sais pas. Je pense pas en fait qu'il y ait de modèle, tu vois, parce que un modèle, ça veut dire que tu as un prototype et puis ensuite en série, on sort justement des modèles. Ouais. C'est-à-dire que c'est un truc qui est fait en série. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cinéma, il n'y a pas de modèle. Pour moi, il n'y a que des exemples. Des exemples de trajectoires complètement différentes avec des gens qui viennent du conservatoire et qui ensuite, comme ça, évoluent, ou des gens qui viennent un peu de nulle part et qui arrivent quand même à s'imposer, à faire leur trou dans ce milieu. Moi, mes premiers souvenirs de cinéma, c'est le mardi soir. C'est surtout les films de Jean-Paul Belmondo. D'accord. Voilà, c'est ma Merci les belles. Ouais, non mais carrément, parce que c'est forcément quand on est gamin, on s'identifie avec le mec. C'est toujours un peu la même chose. Hein. C'est la période Bébel, moi, qui m'a toujours amusé quand j'étais gamin. C'est tout dans les bras, rien dans la tête. Mais
Après, on redécouvre que ce mec a quand même aussi travaillé avec Godard. Enfin, c'est vraiment tout un pan de notre... Ouais, il a eu une filmo qui a été plutôt éclectique aussi, au fond. histoire, Même si on regarde Quimpan, voilà. Même, certains de ses rôles, justement, c'était plus profond que ce qu'il paraît. Hein. Ah bah oui. et puis c'était un vrai cascadeur aussi. C'est C'est ça, vrai qu'il voilà, avait un c'est- triple emploi limite de Tu jeu. vois, là, on est vraiment sur un exemple. C'est pas... ce genre de bonhomme n'existera plus jamais dans le cinéma français. Quoi. Et après, ça c'est les souvenirs du mardi soir. Après, tu grandis et tu passes au ciné-club sur la 2, tu vois, ou au cinéma de minuit sur la 3, où tu dis ou même quand j'étais au lycée, où j'ai découvert tout Eisenstein, Fritz Lang, voilà. Mais c'est une autre démarche, un peu plus intellectuelle et moins ludique que Bébel. Tout à fait. Donc du coup, j'ai une question bonus dans la même question, mais du coup, est-ce que tu aurais aimé être Belmondo? Je ne sais pas, mais s'il y avait un film dans lequel tu aurais rêvé de jouer, un film très connu, tu aurais aimé faire qui dans quel film? Ouais, et voilà, alors là, on a vraiment un truc complètement raccord avec tout ce qui a été dit précédemment, c'est... De Niro. Voilà, Il était une fois en Amérique. Parce que là, on a vraiment, au-delà de... on a des trajectoires de vie de bonhomme, tu vois, qu'on prend à 20 ans et qu'on amène jusqu'à 60-70 ans, une ville qui change en même temps que les hommes vieillissent aussi, quoi. Et aussi un bout de l'histoire de l'Amérique où on sait très bien que pouvoir politique et mafia sont très très liés. Hein. C'est fait allusion pendant tout le film à ça. Et voilà l'exemple. Et donc toi, tu aurais voulu être Noodles. Voilà, exactement, Noodles. Et qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? Je me suis couché tôt. Parfait, merci pour ce petit clin d'œil. Mais donc tu as ouvert un site récemment, si je ne me trompe pas. Oui. Il est plutôt neuf, donc grégorlesimple.fr tout simplement. On vous partagera aussi la page YouTube de Grégor. Tu as même une page Allociné et IMDb. Oui. C'est quand même badass. Classe. Donc voilà, quand on vous mettra tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis bien sûr une page Facebook. Pourquoi le préciser? Puisque ça me semble logique, n'est-ce pas? Et je finis avec la dernière question. Quels sont tes projets futurs ou les projets peut-être du moment, si c'est dans les tournages, je ne sais pas. Et est-ce qu'il y aura peut-être une suite à la saison? Il y a une saison pour Joy. Est-ce qu'il y aura une saison 2? Je ne sais pas. Quels sont tes projets futurs? Dès demain, j'ai des plans de coupe à faire, puisque j'avais fait il y a une semaine un court-métrage sous la direction d'Enola Cluzo. Enola Cluzo qui est la doublure officielle Lumière de Gérard Depardieu, et qui se lance dans la réalisation. Donc on a des plans de coupe à faire. Ce court-métrage s'appellera Chéance. Alors il est prévu pour le festival Nikon, mais je ne suis pas sûr qu'il y aille. Je pense qu'il ira plutôt directement au festival et sera inclus après dans un long métrage plus ambitieux. Donc voilà, ça ce sera immédiatement dès demain. Forcément, j'ai envie de dire forcément. J'ai 2 participations prévues pour le Nikon. Ça va être rigolo. Mais Nikon, c'est bien parce que ça engrenage vraiment ça limite, ça pousse des gens à faire du court-métrage en fait. Oui. Là où avant on en faisait parce qu'on avait envie d'en faire, mais il y a beaucoup. Nikon pousse vraiment à vouloir à vouloir concrètement faire du court-métrage, sortir des idées, sortir sur des thèmes. Cette année, c'est quoi le thème? Je suis un cadeau. Je suis un cadeau. Et très bien. il y a du progrès aussi parce qu'avant c'était un système de vote. En gros, si tu battais le rappel autour de tes petits copains et tes petites copines. Plus ça avait de likes. Donc ça a changé alors. Maintenant il y aura vraiment un jury qui à la fin prendra le temps de. Regardez. Ce qui est plutôt agréable. Et j'attends la fin de montage d'un court-métrage qui avait été tourné fin août sous la direction de Martin Drouot qui s'appelait La Merde ou Le Dernier Jour de Classe en compagnie de Vincent de Dienne, Hélène Alexandridis et Mamadou Bouchard. D'accord. Comédien nantais aussi. Cool. Très bien, très bien. Eh ben écoute, on souhaite bon vent pour cette suite. Et pas de saison 2 pour Joy alors, non? Non, c'est pas prévu en tout cas. Alors aux dernières nouvelles, l'équipe était en train de remonter les épisodes parce que en fait les épisodes étaient de format assez inégal. Il y avait du 5 minutes, du 7 minutes, du 10 minutes. D'accord. Donc ils voulaient compacter ça pour donner un peu plus de rythme et faire un format standard de 5 minutes. Ok. Ils travaillent là-dessus aux dernières nouvelles, mais pour l'instant, à moins que nous trouvions des producteurs. Deuxième message lancé, C'est subtilement ça. bien lancé, merci. Voilà, et dans ce cas-là, forcément, il y aura une saison 2, parce que moi, personnellement, ça me ferait plaisir de retrouver Ouais, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Donc un bad guy que tu avais bien apprécié. Oui, c'est ça. Ouais, Voilà. ouais. On revient sur la thématique du bad guy. Du bad guys. Mais en tout cas, si vous voulez suivre ce bad guys comme nous, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir sur son site grégorlesimple.fr. Tous les autres liens sont dans la description. Et puis du coup, on te suivra de près, comme toujours, et on suit beaucoup de gens de près, sûrement de toute façon, maintenant. Avec plaisir. Donc merci à toi d'être passé. Et puis encore une fois, la gimmick de chaque mois, c'est de piocher le thème, Mathieu. Tout à N'est-ce fait. pas? Mais ce mois-ci, encore une fois,
Donc on se retrouvera le mois prochain pour les 1 an de... Ne cherche pas, ils sont là. pour les 1 an de l'émission le mois prochain. T'as hâte de souffler une bougie, Mathieu? Ah bah oui, Très bien. sûr, j'adore souffler des bougies. Très bien. J'ai gardé le gâteau du mois dernier en fait. Non, je rigole. Donc voilà, ce sera les 1 an le mois prochain et ça sera une émission un peu plus spéciale Noël. Donc là, on va piocher le thème pour le mois de janvier qui sera le début de notre saison 2. Voilà, tout simplement. Et puis je sors. Est-ce que tu viendras pour Noël? Parce que là, t'es déjà en Ouais, tenue. c'est ça. J'avoue, on aurait pu t'inviter. Ouais, t'aurais pu faire le Père Noël quoi. Donc voilà, donc Mathieu, chapeau, toujours encore. Et que ta main innocente. Vas-y, mélange bien. Vas-y, C'est ça. Eh ouais. C'est le principe de la main innocente. C'est ça. oui. Mais pour un bad guy, on sait qu'il y a de la triche, hein, tant pis. Hein. On a confiance en toi. On sait que tu as le cœur pur. Allez, mélange bien. Allez, on va commencer le mois de janvier avec... Le film fantastique. Ah, Oh, cool. Le film fantastique. Du coup, eh bien, on parlera fantastique. Large. Fantastique, fantasmagorique, je ne sais pas. Une idée, Mathieu? Mais là, tu viens de me donner des pistes de réflexion. Mais oui, parce que le fantastique, de toute façon, c'est quelque chose de large. C'est parce que l'univers réel, justement, devient un peu plus pimenté par quelque chose, justement, d'extraordinaire. Très bien, Mathieu. Ah, ça fait du bien. Merci, ça fait du bien. c'est toujours sympa de voir comment on improvise très mal. Alors, donc du coup, on se retrouvera pour le film fantastique au mois de janvier et on se retrouvera le mois prochain pour une émission spéciale Noël pour nos 1 an et on sera très content de vous y retrouver. Grégor, merci encore d'être passé. Merci, c'est Mathieu, un plaisir. merci encore d'être là toujours et encore. Avec on remercie plaisir. encore les techniciens qui sont encore là. Et je pense que pour le mois prochain, on fera venir nos techniciens en plateau. Pour les remercier, ça serait quand même bien. Ah on oui. fera ça. On fera ça. On invitera même les anciens s'ils peuvent venir, on fera ça. On fera Parce qu'ils rigolent voilà, derrière. ça se marre là, mais voilà, non mais là ils sont mal votre habillés gloire va aujourd'hui, arriver. donc on va éviter aujourd'hui. Non, et bah écoutez, on se retrouve le mois prochain pour une émission spéciale Noël, au mois de janvier pour une émission sur les films fantastiques. On se dit à très bientôt, passez un bon fin de mois de novembre, enfin voilà quoi, une bonne automne, comme d'habitude. Allez, ciao ciao, à plus tard et au mois prochain. Bye.